Voilà, c'est parti, on est en live. Voilà, bienvenue. Je m'excuse vraiment pour cette attente. Toutes nos intervenantes sont présentes. Alors aujourd'hui, la thématique va débattre sur la violence faite aux femmes. Nous avons en invité Madame Aïd Bala Latifa, Madame Anna Romano, Madame Maria Solimando et Madame Suzanne Engele. Alors, je vais vous les présenter. Elles vont se présenter une par une. Donc, on va commencer par nos marraines parce qu'on a deux marraines du réseau Empowering Women International qui sont présentes. On va commencer par Latifa. Voulez-vous vous présenter? D'abord, bonjour à chacune et à chacun. Merci en tout cas, Amina Lutumbandoy, pour cette initiative qui est fort louable, surtout en ces moments de confinement. Et j'ai donc évidemment, dans le cadre notamment du confinement, sont particulièrement en souffrance. On reviendra certainement dans le cadre de cette discussion sur cette problématique. Alors, je suis juriste de formation, j'ai fait des études de droit des affaires, de droit européen, études de genre également. C'est aussi ce qui m'a mené à m'intéresser à toutes les questions relatives aux femmes en particulier. Actuellement, je suis députée bruxelloise, vice-présidente nationale pour les femmes MR, mais également j'ai été récemment élue vice-présidente au sein du Conseil des femmes francophones de Belgique. Voilà. Bonjour, je suis Suzanne Ngwele, je suis psychologue clinicienne de formation, je suis travailleuse sociale, je suis maman, je suis marraine de la campagne internationale contre le cancer du sein menée par Empowering Women International parce que je suis une combattante du cancer. Je suis philanthrope, je m'essaie dans l'écriture, je suis croyante et je suis profondément humaniste. Merci de m'accueillir sur ce plateau. Eh bien, bonjour, moi c'est Maria, 49 ans. Merci à vous de m'accueillir sur ce plateau. On est toutes différentes et on a toutes des choses à dire. Voilà, je suis actrice et modèle photo et j'essaie de profiter de la vie en faisant le bien autour de moi, voilà, pour que ça aille mieux et que tout le monde profite. Merci, on va débattre de gros sujets. Et bonjour, merci pour cette charmante invitation. C'est Anna Romano, je suis comédienne et metteur en scène, aussi dramaturge. Et je travaille énormément avec des groupes de femmes. Donc, je récolte leurs paroles et il me plaît bien de la porter sur le plateau. Merci. Que nous avons aujourd'hui, très intéressant. Ces femmes qui ont traversé des périodes de violence dans leur vie et qui aujourd'hui vont vous expliquer comment elles ont pu se remettre debout et comment elles ont créé la femme forte qu'elles sont aujourd'hui. Et nous aurons l'honneur d'avoir la contribution de l'expertise de Madame Latifa pour revenir à chaque fois sur les thématiques et les récits de nos intervenantes. On va commencer par Suzanne. Voilà, Suzanne, peux-tu nous faire part de ton récit, de ton histoire, avant qu'on puisse te poser des questions? Alors Suzanne, on a malheureusement, excuse-moi de te couper, on a un souci, c'est qu'on ne t'entend pas.
Oui, il y a un souci. On ne t'entend pas. Non, on t'entend toujours pas, donc on va essayer de régler ce problème toutes les deux. Alors on va passer par Maria du coup, hein, pour le temps qu'on puisse trouver la solution pour toi. Ma petite Suzanne. Coucou. Coucou Amina. Alors, moi, je vais vous raconter un peu mon histoire. Je suis la deuxième de 7 enfants. J'ai grandi en Lorraine et je menais une vie de femme libre, indépendante, jusqu'à ce que je tombe folle amoureuse au premier regard d'un beau garçon. Donc, au début, tout se passait super bien. Je suis restée quand même 9 ans avec lui. Tout se passait super bien et puis petit à petit, ben, on t'éloigne, on commence à te dire que les gens que tu fréquentes, c'est pas ça, qu'il faut pas commencer à mettre des décolletés, tout ça et puis arrive le premier jour de la première claque, le premier coup, qu'on pardonne parce qu'on l'aime, mais je l'aime, je l'aime, je l'aime et voilà et ça dure, ça dure, ça dure, ça dure et on supporte ça, on s'éloigne, on n'ose pas en parler, on a honte. On s'est mis toute seule là-dedans, on veut pas impliquer notre famille, on veut pas impliquer nos amis, le peu qui nous reste d'ailleurs, parce qu'on s'est éloigné de tout le monde et on subit ça et on attend et on pense que ça va passer, que de toute façon on l'aime, après il est comme ça. Tout ça, ça devient un quotidien, une routine, on se cache, on protège dès qu'il y a un coup qui arrive, tu protèges la tête pour pas que les gens le voient si tu sors dehors et qu'on ne te pose pas de questions. Voilà, on supporte tout ça et un jour après, au bout de 8 ans, je suis tombée enceinte. On a eu un petit garçon merveilleux qui est ma force, ma joie et au bout d'un an, il est parti. Il a refait sa vie maintenant. J'ai mis des années à me débarrasser de son emprise et voilà, il a refait sa vie, avec 2 enfants. Moi, il est parti, il m'a laissé avec 30 kilos de plus, un bébé et pas un franc en poche et voilà, maintenant la femme forte que je suis devenue. Je passe à la télé, tous les mecs me trouvent belle, je suis trop contente, c'est ma petite revanche personnelle. Voilà, je vous raconte tout ça les filles. Voilà. Alors, après ce récit, donc on a eu à discuter avec toi, à débattre un petit peu de ton histoire, plus en profondeur, bien évidemment. Mais on a une question à te poser. Quelle est ton expertise après ces années? Quand tu regardes derrière toi, qu'est-ce que tu vois? Quand je regarde derrière moi, je vois des choses que j'ai pas méritées, une vie que j'ai pas méritée. Je voulais faire ma famille. Je voulais, voilà, moi, le but de ma vie, c'était de faire ma famille. J'ai résisté. Je vois pas pourquoi j'ai mérité ces coups. Je comprends pas pourquoi un homme encore plus, parce que ce qui t'avait frappé, c'est que j'ai dit ce visage qui change. Le mec que t'aimes, quand il commence à te frapper, son visage, il devient comme celui du diable, tu vois, et tu reconnais plus, mais tu es là et tu subis, t'attends, j'ai pas mérité ça. Je voulais me venger, en fait, pendant des années, je voulais me venger parce il a eu une emprise très longtemps encore après sur moi. Et maintenant, en fait, bah, j'ai transformé cette vengeance en revanche et je suis forte. Je vois que on est quand même beaucoup de femmes à supporter tout ça. Il faut qu'on s'aide et il y a rien qui peut nous mettre à plat. Il faut qu'on ait la volonté et toujours trouver la force. Et quand on a nos enfants, on trouve une force incroyable qu'on pense même pas être capable de faire, d'aller travailler jour et nuit, de mettre tout de côté rien que pour sauver ton gamin. Et c'est ce que je pensais hier, c'est que si je devais recommencer ça maintenant à 49 ans, ce serait difficile. Mais en fait, quand ça se passe, on ne se pose pas la question. Mais les filles, il ne faut pas se laisser faire. À la première claque, il faut partir. Il n'y a pas d'excuse. Un homme ne frappe pas une femme. Ça ne se fait pas. On ne mérite pas ça. On donne la vie. Il devrait nous porter sur des piédestals. Donc, en plus, quand on regarde un peu les parcours de tous ces gens-là qui frappent les femmes, c'est souvent eux qui sont pas très droits dans leur vie. Et ils reproduisent, en fait, ils font tellement de conneries qu'ils ont peur que la femme fasse pareil que lui. Donc, on ne mérite pas ça. C'est ça mon expertise surtout, c'est que je méritais pas ça. Je l'ai subi. Pourquoi? Je sais pas. J'en parlais pas, j'en ai jamais parlé. Là, on a revécu ça. Je pensais que c'était un sentiment qui était enfoui. En fait, non, il faut que ça sorte. Il faut qu'on en parle, il faut pas les laisser faire. Et il faut vraiment accompagner toutes les associations, tout ce qui se met en place pour en fait
quand une femme part de chez elle ou que les voisins appellent les pompiers ou la police, on se retrouve dans un système où il y a la police, tout ça, l'hôpital, donc on est dans un système. Mais en même temps, ce système, il te prend là, on te fait trahir l'homme que tu aimes, même s'il t'a frappé, et on te renvoie chez lui le lendemain. C'est encore pire. Il faut vraiment avoir des structures pour que ces femmes, au premier coup, eh ben, elles aient une solution de repli tout de suite, qu'on puisse les prendre en charge et qu'on les renvoie surtout pas chez leur bureau. Et les filles, on est des femmes fortes, allons-y, ne vous laissez pas faire, je vous jure. Ça, on mérite pas ça. Mais tu as répondu finalement aux deux questions qu'on allait te poser en une. Donc, après ton récit, on va demander à Madame Latifa de bien vouloir porter une expertise avec ses compétences. Elle va pouvoir donner des conseils à d'autres dames. Donc, Latifa, je vous laisse intervenir. Oui, alors ce qu'on peut entendre, enfin, en tout cas, c'est un des nombreux témoignages que l'on entend sur les violences faites aux femmes. Et ce sont des témoignages qui sont récurrents. En fait, votre histoire est l'histoire qui est vécue par tellement de femmes. Et on entend toujours, finalement, ce même discours. Au départ, il était gentil, il était adorable, etc. Et puis vient progressivement l'emprise. Et je pense qu'il y a des termes que vous avez utilisés qui sont fondamentaux. D'abord, le concept d'emprise. Ça, c'est un processus qui se fait sur le long terme, mais qui est une réalité. Et je pense que quand évidemment, on n'en prend pas conscience tout de suite, on en prend conscience avec le recul. Cette emprise, elle est progressive. Petit à petit, il vous enferme, il vous exclut finalement, vous n'avez plus accès à vos amis. Donc, quelque part, je dirais que c'est un processus qui en fait vise à vous isoler de plus en plus et à vous obliger à vous replier sur vous-même. Et finalement, il n'est plus que la personne de référence, la personne avec laquelle vous êtes en contact. Et donc, vous avez complètement perdu confiance en vous. Hein, et ça, c'est terrible parce que, évidemment, je pense que c'est vraiment l'objectif de cette emprise, c'est de faire en sorte que finalement les femmes ne puissent plus respirer finalement qu'à travers l'homme avec lequel elles sont. Et évidemment, le jour où vous vous en rendez compte, évidemment, là, je crois qu'il devient encore plus agressif. Parce et la honte, on a honte. Oui, évidemment. Et je pense qu'il se dit, mince, la proie, elle est en train de se libérer. Et ça, évidemment, c'est extrêmement difficile à vivre. Vous avez parlé de reproduction d'un schéma. Et oui, je crois que c'est les hommes qui sont violents, par définition, il y a une reproduction d'un schéma. Mais c'est un schéma fondamentalement qui est un schéma tristement universel. J'ai envie de dire qu'on vit dans des sociétés qui sont des sociétés patriarcales. On ne se rend peut-être pas compte quand on vit avec des hommes et qu'on se dit, bah, finalement, tout va bien. Parce qu'en fait, on vit dans des schémas qui sont construits par la société, avec des rôles bien définis pour les hommes, pour les femmes, pour les petites filles, pour les garçons. Ça commence à l'éducation, ça commence déjà quand on est dans le ventre, quand on est dans le ventre, dans le fœtus, puisqu'on voit par exemple que les parents commencent déjà à choisir la couleur des vêtements pour la petite fille, la couleur des vêtements pour le petit garçon. Ça, c'est vraiment une construction sociale. Alors, la violence qui est engendrée malheureusement dans le cadre des couples, qui est une violence de toute manière, elle est toujours illégitime. Quelle que soit la violence, elle ne peut pas exister. La violence ne doit pas exister et il faut évidemment lutter contre la violence. Et la première des choses à faire, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est de pouvoir en parler. Mais c'est difficile dans la mesure où vous êtes enfermé quelque part. Vous n'avez plus de lien avec l'extérieur. Et c'est vrai qu'il y a tout un dispositif. Bon, vous êtes en France, mais les dispositifs en France sont les mêmes qu'ils existent en Belgique, etc. Il y a des lignes d'écoute, mais il faut encore pouvoir y avoir accès. Je veux dire, si vous êtes enfermé avec votre bourreau, comme ça se passe aujourd'hui dans le cadre du confinement, comment vous allez faire pour avoir accès à votre téléphone, à votre GSM, à votre ordinateur, pour pouvoir interpeller une ligne d'écoute, que ce soit une ligne d'écoute ou une ligne d'écoute via le chat. Il faut aussi avoir un accès à des réseaux sociaux, à la nouvelle technologie, et donc c'est très difficile. Alors, je sais que bon, pour ce qui est de la Belgique, il y a effectivement ces lignes d'écoute. Il y a des associations de défense pour les femmes victimes de violences. Je pense que le travail qu'elles font, il est formidable, il est remarquable, il est difficile, c'est clair. Ils n'ont pas les moyens. Comment ? Mais ils n'ont pas assez de moyens pour... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le problème, c'est les moyens. C'est les moyens. Il y a des budgets, mais qui sont vraiment dérisoires par rapport
à l'importance du défi qui est celui des luttes contre les violences faites aux femmes, qui devrait être une cause nationale. Alors, je sais qu'en France, mondiale. Oui, en tout cas, nationale, mondiale. En réalité, au niveau mondial, depuis 1939, si mes souvenirs sont bons, 1993, pardon, les Nations Unies ont considéré que le 25 novembre était une journée internationale dédiée aux violences faites aux femmes. Des décennies durant, on parle de ces violences, mais on se rend compte que finalement, elles sont de plus en plus importantes. Donc, il y a un vrai paradoxe. Plus on en parle, et plus ces violences font partie de notre société. Et donc, je crois que le vrai problème à la base, c'est vraiment, à mon sens, une question d'éducation. Il faut investir dans l'éducation dès le plus jeune âge. Et faire en sorte que dès qu'il y a violence, on puisse pouvoir porter plainte. Alors, je sais que ce n'est pas facile, parce qu'il y a la honte, il y a le fait qu'on a peur aussi du lendemain, parce que vous portez plainte aujourd'hui, le lendemain, monsieur est relâché, ou il est même relâché tout de suite. Bah, oui, mais vous vous retrouvez avec votre bourreau, bah, c'est extrêmement difficile à gérer à titre personnel. Et je pense que vous l'avez vécu. Bah oui, je pense que vous avez... Voilà. Et donc, non, mais c'est un vrai problème, parce qu'on est dans finalement un circuit, un serpent qui se mord la queue, et pour sortir de cette spirale infernale de la violence faite aux femmes intrafamiliale, je sais que c'est extrêmement difficile, mais il faut réellement en faire une cause nationale, une cause mondiale, comme vous l'avez dit, mais la prendre au sérieux. Et donc, y mettre aussi les moyens financiers qui vont avec. Voilà parce que je peux dire. Je peux vous couper 2 petites oui, secondes. Je vous en prie. Vous avez parlé tout à l'heure que tout vient dans l'éducation. J'avais beaucoup réfléchi à ça. Et je pense que peut-être que c'est nous, les mères, qui avons cette solution. Parce que ces hommes sont des fils. En principe, l'éducation, elle est faite par les mères et par les pères. Ouais. Mais bon. Mais c'est vrai qu'on a ce sentiment, même quand on est enceinte, on a encore ce sentiment, quand on a un garçon, on est toujours... Vous voyez ce que je veux dire? On a un sentiment de fierté, j'ai fait un mal. On a encore ça. C'est encore bien ancré. Mais vous avez raison. Ouais. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je parlais de schémas culturels, schémas mentaux. En fait, c'est notre société. C'est dans l'éducation, dans la transmission des valeurs, finalement. C'est vrai que les garçons, peut-être, sont mis sur un piédestal. Et il faudrait peut-être revenir un petit peu à cela, en se disant que finalement, l'éducation, elle doit être la même pour les garçons et pour les filles. Et c'est peut-être... C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Ouais, on n'y est pas. Voilà, mais je vous remercie vraiment, Maria, pour ton témoignage, et voilà, parce que c'est pas facile d'en parler, de se mettre à nu, hein, ça fait revivre des émotions, des sentiments. Mais il faut que ça sorte, en fait. Voilà. Il faut que ça sorte un moment. Moi, je croyais avoir digéré vraiment tout ça et être passée à autre chose. Et d'avoir eu ce live la dernière fois, ça m'a vraiment mué. Voilà, donc voilà, je te remercie. Merci, je remercie également Latifa pour son intervention. Et on va passer au témoignage de Maria, si je ne vois pas Suzanne. Anna. Oui, pardon. Merci Latifa. J'en prie. Merci Latifa. Voilà. Bonjour Anna, rebonjour. Bonjour. J'ai un peu de difficultés, donc je n'ai pas su apprécier et écouter avec attention les interventions des autres deux invités, parce que j'avais un problème des lignes. Donc, je reviens à l'idée que nous avons déjà partagée, que l'expérience de chacune est importante pour soutenir, pour donner courage aux autres femmes, pour qu'elles puissent s'exprimer, parler, demander de l'aide. Tout à fait. Or, justement, je crois qu'aujourd'hui, un des problèmes est que demander de l'aide ne tombe pas dans les bonnes oreilles. Alors, aujourd'hui, en confinement, la situation elle est vachement plus grave. L'accent le dit que je suis italienne. Et donc, évidemment, je reste toujours à la page sur ce qui se passe en Italie. Nous avons eu 48 féminicides au cours du mois d'avril. 48.
Alors que un seul cas de meurtre est suffisant, 48, il me semble vraiment, comment dire, la température d'une société qui est ravagée et qui dérive, où toutes les questions que nous nous sommes posées, comme disait bien Simone de Beauvoir, hein, rien n'est jamais acquis. Du moment que la société est fragilisée, du moment qu'on est dans un moment de crise, encore une fois, nous revenons sur la fragilité des femmes et de leur position sociale. Et alors, j'ai pu écouter un tout petit morceau de l'intervention de Latifa, et je reviens sur 2 points. Ce n'est pas tellement la question, à mon avis, de l'éducation, au-delà de l'éducation que les mères peuvent donner à leurs garçons. Il y a le problème de rééduquer les mères. Je reviens à la première personne. J'ai compris que la répétition du schéma, à un certain moment de ma vie, n'était pas simplement la répétition du schéma d'éducation et de société qui était proposé à l'homme en face, mais qui était aussi une reproposition de schéma de ma part. Et que les accidents qui se sont produits, ils étaient quand même liés à mon éducation personnelle. Donc, c'est pour ça que je suis, comment dire, une activiste de la réflexion sur la thématique du genre avec les plus jeunes, donc à partir vraiment de 6 ans. Alors déjà, pour démanteler ce qui sont les clichés, arrêter de gendrer tout et n'importe quoi. Donc, parce que quand on gendre tout, on enlève des possibilités intéressantes aux 2 sexes, aux garçons comme aux filles, qui peuvent se découvrir dans des domaines complètement différents et insoupçonnés, où ils peuvent se réaliser. Donc, pour revenir à la situation d'aujourd'hui, rééduquer les femmes, donner la possibilité aux femmes elles-mêmes, les mères, de se revoir, de se réétudier, de se réanalyser et d'essayer de comprendre à quel endroit exactement nous répétons le schéma, change automatiquement quelque chose dans toutes les relations, les plus proches ou plus lointaines. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté de première main. Or, il est vrai que pour faire ce travail, il faut investir dans un parcours psychologique, qu'il faut trouver aussi des personnes de qualité dans l'accompagnement, et que ça, ce n'est pas donné. Investir cet argent, ça veut dire déjà l'avoir. Alors que je reviens à un point, justement celui-là que m'avait allumé à l'intérieur en venant de... La question économique, elle est absolument déterminante dans notre société. Parce que si en Italie, on arrive à 48 féminicides, 48 femmes qui sont tuées et qui n'ont pas pu s'éloigner, la première question que je me pose est pourquoi, depuis des années, ces femmes, évidemment, souffrent en silence. Il y a la honte, la peur de demander, le jour après, les oreilles qui ne sont pas à l'écoute vraiment, au point de vue de la police ou de la sécurité. En Italie, le problème est beaucoup plus aigu dans ce sens-là, parce que c'est culturel. Et puis, il y a les moyens. Dans une société qui ne reconnaît pas le travail des mères à la maison, qui les rend à service de la famille, mais dépendants économiquement de leurs hommes, je me demande comment une femme peut se sentir libre de s'exprimer librement. En lisant les articles, j'ai découvert que sur les 48 femmes, il y en avait 38, je dis bien 38, qui étaient femmes à la maison, femmes au foyer, en prison. Donc, sans aucun revenu, ni de travail, ni social, enfermées dans la maison et dans la famille, à service de celle-ci. Je crois qu'une vraie révolution, celle qui est nécessaire, est dans l'éveil dans la société de la valeur de la femme au foyer. Donc pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment extrêmement important. Parce qu'une personne qui dédie toute sa vie à sa famille, à ses enfants, c'est une personne qui s'y dédie à la société. Cette personne n'est pas reconnue, ne reçoit aucune rétribution, aucun soutien. Elle est esclave de l'homme qu'elle a marié, avec lequel elle vit, et de ses enfants.
Alors, pour que évidemment les personnes qui nous suivent puissent comprendre pourquoi on a décidé de présenter ton profil aujourd'hui, parce que la violence, elle est psychologique, la violence, elle est physique, la violence Bien sûr, et économique, économique, elle est sociale, administrative, bien sûr. sociale. Et donc, tu as un parcours un peu atypique. Alors, je vais te laisser un peu expliquer ton histoire pour que les gens sachent se situer. Et puis, je te poserai les questions qu'on avait prévu de te poser. Donc, voilà, explique-nous un peu ton histoire. Ok. Ben, j'ai eu un mariage d'amour avec un premier enfant qui était extrêmement désiré. Et puis, au fur et à mesure de ma grossesse, mon mari, euh, il a commencé à changer d'une manière difficile à cerner. Et du moment que j'ai pu décortiquer des signes que je trouvais extrêmement alarmants, je me suis adressée à ce que je considérais pour ma culture et donc pour le parcours que je vais devenir assez chanceux jusqu'à ce moment-là. Donc je me suis adressée directement à la personne compétente. Et à l'époque, un assistant social, la police défense de la famille. Et, et la difficulté la plus grande a été vraiment de trouver le bon écoute. Donc, au fur et à mesure que moi je comprenais que je demandais de l'aide, mon mari, le papa de ma fille, devenait complètement violent. Violent, fou, harcelant, au point que moi j'avais peur de rentrer chez moi, j'avais peur de dormir dans mon lit. J'avais peur pour ma fille, de laquelle d'ailleurs, à 6 mois, je me suis éloignée avec le permis du tribunal des mineurs. Donc, je confiais mon enfant à mes parents qui l'ont éloigné de moi à 2000 km, de moi et de son père, parce qu'il était dangereux. On a dû arriver à des actes extrêmement violents et difficiles aussi à surpasser, à surmonter, pour que je puisse obtenir l'intervention des assistants sociaux, de la police et aussi du tribunal des mineurs, en notre défense. Donc toutes les alertes, toutes les alarmes, toutes les preuves que j'ai ramenées pendant des semaines et des semaines et des semaines, donc pendant quasi 7 mois de grossesse, et puis par la suite pendant quasi un an, ont été pris en compte qu'au moment des faits, ou au moment où la violence est devenue limite irréversible, où j'ai effleuré vraiment la mort euh, euh, juste pour quelques secondes. J'ai eu la chance de m'en sortir vivant. Voilà, c'était un coup de chance. C'est pour ça que je dis que les oreilles ne sont encore pas vraiment prêtes. C'était très dur. En plus, dans mon cas précis, on m'a carrément. J'avais marié un étranger, donc la grande qui était victime d'une dépression schizophrène liée justement à des expériences très très douloureuses de sa toute petite enfance dont il n'avait plus aucun souvenir. Et donc je me suis retrouvée avec un enfant d'1 an. D'ailleurs, je suis un artiste, donc c'est déjà un statut particulier, assez fragile. Une femme artiste qui devient mère et qui, avec un enfant d'1 an, doit s'occuper d'un adulte dangereux et le suivre du point de vue médical. Donc, l'accompagner à l'hôpital, être présent à les réunions avec les psychiatres et prendre un peu le rôle de mère aussi. Donc, en assumer complètement la responsabilité, assumer la responsabilité de sa vie. C'était un parcours, sans compter qu'à ce moment-là, je n'avais aucunement la possibilité ni l'espace de prendre soin de mon ressenti, de la violence physique, psychologique et économique que je venais de subir. Et cette histoire a duré au moins les premières 4 ans de la vie de ma fille. Une fois que le papa a été définitivement debout, capable de reprendre à sa manière sa vie, nous nous sommes séparés. Et donc j'ai continué, j'ai eu toujours la responsabilité, donc ma fille à charge. Aujourd'hui, elle a quasi 18 ans, elle va bien, c'est une femme superbe. Donc j'en suis en plus très très fière. Je pense que la chose la plus violente, au-delà des coups, au-delà du risque de mourir, a été le manque d'écoute, le manque d'attention, le sentiment que ce qu'on est en train de dire face à des autorités compétentes, c'est probablement un mensonge. C'est quelque chose qui n'est pas réel, c'est quelque chose qui n'est pas si dangereux comme on pense. Alors que je pense que quelqu'un qui a la force et le courage de demander de l'aide, ça veut dire qu'elle a carrément pris la température d'une situation qui est dangereuse.
Voilà. Je ne sais pas s'il est assez exhaustif, hein, mon compte. Oui, ben, très bien. En fait, finalement, vous êtes tout incroyable parce que jusque-là, à chaque fois que vous partagez votre récit, vous répondez aux questions. Donc, je n'ai plus du tout besoin de vous poser des questions. C'est très intéressant. Et du coup, je vais laisser Madame Latifa intervenir et nous donner son expertise et nous faire part de son opinion sur le sujet. Écoutez, moi, quand j'entends vos témoignages, je ne peux pas parler d'expertise. Ce sont des témoignages qui sont particulièrement durs, en fait, à entendre. Ce sont des témoignages qui pointent évidemment du doigt le fait que la violence, comme vous l'avez dit, elle est multidimensionnelle. Vous l'avez dit, madame, elle est à la fois physique, elle est psychologique, elle est économique. Et pire que cela, vous avez dit que la plus grande des violences, c'était le manque d'écoute. Et là, il y a une... Comment? Terrible. Oui, et je crois que ça, c'est vraiment une responsabilité, alors à ce niveau-là, qui est sociale et qui est sociétale et qui est politique. Parce qu'il y a évidemment des institutions, vous avez un corps de police, vous avez un corps judiciaire, vous avez des associations qui font un travail remarquable. Mais malheureusement, c'est vrai, et vous l'avez dit, il y a encore un terrible problème de prise finalement de conscience de la réalité de la violence que les femmes subissent. Parce qu'on a toujours, quand on entend ces témoignages, ce rappel que finalement la police ne nous a pas écoutés. Il a fallu, comme vous l'avez dit, quasiment frôler la mort pour qu'enfin on puisse venir à votre rescousse, à votre secours. C'est terrible. Normalement, il faudrait que dès l'instant où une femme porte plainte, qu'elle soit automatiquement aidée, suivie, sauvée, j'ai envie de dire. Bien sûr, ça doit se faire en partenariat aussi avec la victime. Il ne s'agit pas de pratiquer une prise d'otage. Mais je pense que dans ces situations-là, il n'y a pas d'autre solution que de protéger la victime par rapport à l'auteur des faits. Vous avez parlé de féminicide. Je ne sais pas si en Italie, le concept de féminicide existe dans les dispositions législatives. Il existe en Espagne. En Belgique, il y a un combat qui est mené justement pour que le concept de féminicide, donc cette violence qui est faite aux femmes, qui est extrême et qui se termine évidemment par un décès, par la mort, puisse figurer comme un acte pénal dans le code pénal. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas au niveau de la Belgique. En Belgique, on compte 117 femmes mortes de féminicide depuis 2017. C'est énorme à ce jour. C'est énorme. Et pourtant, le combat continue pour faire reconnaître le féminicide comme étant un acte particulier et qui concerne les femmes. Vous avez rappelé la question de l'éducation et de la rééducation des mères. Vous avez été coupé à un moment donné, donc vous n'avez pas entendu certainement ce que nous avions dit. Mais Maria en a parlé justement en parlant de la rééducation des mères, parce que je crois que c'est vraiment là la clé, le nœud du problème. Mais ça, c'est évidemment pour moi un élément essentiel. Mais je crois que tant que la société n'aura pas pris à bras le corps cette question-là, ça sera difficile pour les femmes de mener le combat seules. Parce que c'est un combat, on l'avait dit tout à l'heure, c'est un combat qui est universel fondamentalement. Il n'est pas seulement culturel en Italie, il est vraiment, c'est un problème mondial. Aujourd'hui, on compte des millions et des milliers et des milliers de femmes chaque année qui sont victimes de violences dans le monde entier. Ce n'est pas seulement en Italie. Donc, je crois que c'est vraiment une cause qui doit être portée au niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des Nations Unies. Ce n'est pas suffisant, mais il faut continuer à mener ce combat sur tous les niveaux. Donc, la société, le travail social, le travail politique, le travail juridique, le travail policier, le travail psychologique. C'est vraiment un ensemble. Et tant qu'on n'aura pas mené ce travail-là, ben oui, les femmes continueront à rencontrer des problèmes. Et alors, je voudrais juste terminer par un élément qui est important. Vous avez parlé de la reconnaissance économique. Et c'est vrai que si les femmes dépendent financièrement d'une tierce personne, d'un partenaire, évidemment que
dans un tel cas de figure, quand il y a violence, elles peuvent difficilement quitter le foyer parce qu'elles sont prisonnières. Et donc là, il y a un travail effectivement à faire. Dans certains pays, il y a effectivement la reconnaissance de cet investissement des femmes qui est fait au foyer, mais je crois qu'on pourrait aussi travailler sur un autre point qui est celui de la répartition des charges familiales. Parce Tout à qu'il fait. n'y a pas de raison pour que tout repose sur finalement les épaules des femmes, comme ça se passe malheureusement encore trop souvent dans nos sociétés. Et donc là, c'est aussi un autre angle d'attaque, parce que lorsque les rôles seront mieux répartis, eh bien, on approchera davantage la question de l'égalité des genres et du respect aussi du travail, de la qualité et du travail qui est fait par les femmes, et notamment en ce qui concerne l'éducation des enfants, parce que investir dans l'éducation des enfants, c'est investir dans l'adulte de demain, et c'est fondamental. Et c'est pour ça que j'ai essayé de soulever la question du genre, encore une fois, en disant qu'il fallait arrêter de gendrer tout. Oui. De laisser à chaque individu la possibilité de se découvrir et de découvrir les maintes métiers, les maintes possibilités que chacun de nous peut avoir au-delà du sexe d'appartenance. Tout à fait, absolument, oui. C'est pour que ça ce qu'on soit parle les de jouets, que les sports. C'est ça. Et je pense que dans l'éducation, il y a une certaine mixité qu'on doit aussi avoir. Il faut arrêter d'éduquer les enfants avec peut-être un pistolet pour le garçon, la poupée pour la fille. Je pense qu'à un moment donné, il faut être... Non, mais oui, mais c'est un petit peu comme ça que l'éducation se fait encore aujourd'hui. Oui. Et je crois qu'on doit réviser la manière aussi de transmettre des valeurs à nos enfants, dont la valeur et les principes d'égalité. Alors, mais d'ailleurs, une des choses qui me choque toujours, excuse-moi Amina, c'est une des choses qui me choque toujours, c'est que mon expérience est une expérience qui date de 18 ans. Et je rencontre de plus en plus de jeunes femmes qui se retrouvent exactement dans la même situation. Tout à fait. Ça veut dire que ces 20 ans, même en ayant fait plein de progrès, on continue à tomber toujours au même endroit, sur les mêmes points. Oui. Donc, on ne les a pas résolus. Non, non. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la reproduction des schémas mentaux. Et ça, malheureusement, il va falloir travailler cela. Justement, on a des personnes qui suivent vos interventions, dont une question: pourquoi la société a-t-elle tant de mal à prendre en considération la violence faite aux femmes? Pourquoi la femme victime de violence se retrouve avec la double casquette de victime et de coupable au sein de la société quand elle ose dénoncer son mauvais traitement? Et la dernière: pourquoi les femmes ayant subi de la violence ou ayant été témoins de cette violence on arrive à reproduire les mêmes schémas destructeurs en étant adulte? Je pourrais utiliser, si tu me permets, Amina, une réponse très intéressante de ma psychiatre, personne que j'adore, parce qu'elle est d'une intelligence extraordinaire. Par le biais d'un livre très simple qui s'appelle Les parents toxiques. J'ai eu l'occasion de lire d'une manière simple. C'est vraiment un livre que je conseille à tout le monde pour le bien-être général de notre société. On comprend à quel point on reste dépendant de la considération et des réactions de nos parents. Et que quasi tout au long de notre vie, il y a une partie de nous qui ne deviennent jamais indépendants et donc adultes. Et c'est dans ce cadre, par ce lien, que nous reproduisons les mêmes mécanismes assimilés en famille ou par le biais des gens qui nous sont plus proches. Donc, des éléments, même négatifs, marquants. Et c'est là qu'on reproduit nous-mêmes les schémas qui nous remettent dans des situations qui sont dangereuses, voire violentes, voire mortelles. Donc, je parlais de rééduquer les mères, c'est aussi de pouvoir faire, et c'est ça, pour ça aussi il faut des moyens, et encore une fois j'ai eu de la chance, de faire le parcours qui nous fait comprendre à quel endroit exactement nous tombons en répétant exactement le même schéma duquel on n'était pas consciente auparavant. Latifa? Oui, mais je fais exactement la même analyse que madame. Je crois que quand on est dans... Alors j'ai un écho terrible, donc je ne sais pas. Non, je disais que je partageais votre analyse.
Parce qu'effectivement, quand on est dans des situations de violence, en fait, on reproduit un peu ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, puisque finalement, en fait, on cherche à être protégé par notre bourreau alors que nous sommes victimes et qu'on devrait sortir de ce schéma. Mais on a intériorisé ce Tout à fait. schéma qui est un schéma qui est suicidaire. Comme vous disiez tout à l'heure, je crois qu'il y a une relation toxique qui s'installe et il faut arriver à déconstruire tout cela. Mais pour le déconstruire, je pense qu'on a besoin d'être aidé. On ne peut pas le faire seul. On a besoin justement de psychologues, de partenaires sociaux, etc., qui puissent nous sortir de là et nous aider à nous reconstruire autrement, à partir d'une autre base, qui est une base égalitaire. Tout à fait. Hein, et voilà, et ce travail-là, il doit être fait. Mais quand on est dans cette emprise, dans cette logique-là, c'est vraiment c'est un rouleau compresseur qui se met en marche. Et c'est extrêmement difficile d'en sortir parce qu'il y a une telle pression. Il y a la pression sociale, il y a la pression économique, il y a la pression sociétale, il y a une pression aussi culturelle, il faut le dire. Quand vous avez envie de sortir de certains schémas et que éventuellement, on peut se retrouver avec des parents ou des amis, mais non, ça ne se fait pas chez nous, mais non, tu ne peux pas, voilà, tu ne vas quand même pas intenter une action en justice contre ton mari, mais ça on l'entend. Mais il faut sortir de ces schémas-là et oser le faire. Mais pour ça, il faut avoir une carapace et être évidemment accompagné, parce que sinon, évidemment, c'est extrêmement difficile. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la dernière intervenante, qui est Suzanne. Merci vraiment, Anna, d'avoir partagé tout ça avec nous. Et encore, merci, Latifa, pour avoir rebondi sur tous ces témoignages. Et je pense qu'on n'a pas aussi... Oui, Suzanne? Non, c'est Anna. Anna, oui. Je pense qu'elle a un problème de connexion. Bon, on va passer à Suzanne. Merci à toi. Ah, voilà. On va passer à Suzanne. Alors, où est Suzanne? Voilà. On va passer à Suzanne. Suzanne? Suzanne? Alors, on a un petit problème de connexion avec Suzanne. Alors, Suzanne? Oui, Almina, je suis là. Voilà. Est-ce que tu Donc, m'entends cette fois-ci? Oui, on t'entend et voilà, on va avoir le plaisir de pouvoir entendre ton récit pour que nous puissions Oui. te poser des questions si tu ne réponds pas évidemment aux questions dans ton propre témoignage comme les autres intervenantes. Vous êtes très efficace, ça m'empêche de parler aujourd'hui. Donc voilà, alors Suzanne, on t'écoute parce que au-delà du fait que la violence ne s'arrête pas à la violence physique, mais comme on l'a dit, on le répète, c'est une violence économique, une violence psychologique. L'auteur des faits a toujours une emprise sur l'autre et se positionne de façon à être le centre de son monde. Mais tu as aussi ton parcours, tu as aussi ton histoire qui est différente des autres, mais qui finalement rejoint les autres parce que l'essentiel de la personne qui vous a fait subir ces choses-là part toujours du même sentiment. On s'approprie toujours les mêmes choses. Je parle du bureau, évidemment. Alors, l'histoire est la même. C'est la même que celle de Maria. C'est la même que celle de toutes les deux Maria, de toutes les femmes qui ont subi des violences conjugales qui m'ont amenée à déconstruire une famille que j'avais à coup de rébellion et imposée à ma famille qui était tout à fait contre. J'étais repartie au Cameroun pour construire cette famille-là, pour offrir donc au Cameroun, mon pays natal, mon expertise académique. J'avais ouvert un cabinet, je travaillais professionnellement, c'était vraiment très, très, très structurant, mais je n'étais pas accompagnée. Au contraire, j'étais maltraitée, dégradée et surtout déshumanisée.
heureusement que j'avais eu mon père qui m'avait poussé à faire des études et que j'avais ce bagage-là, ce diplôme que je peux vendre partout dans le monde. J'ai dû donc partir, m'enfuir, enceinte avec un enfant malade et me retrouver comme primo arrivé en France, comme on dit d'habitude, et repartir de zéro. Parce que les portes ne se ferment plus, les portes ne s'ouvrent plus de la même façon. Vous venez faire des études, d'accord, on vous accueille, mais vous ne revenez pas avec des enfants. Vous ne revenez pas chercher du secours. Pourtant, j'étais revenue me mettre à l'abri. Heureusement, j'avais cette formation qui m'a permis de rebondir professionnellement, mais j'étais seule avec mes enfants. Et vous vivez une nouvelle stigmatisation parce que je me souviens, je suis revenue, je me suis enfuie, j'étais enceinte de 6 mois de ma dernière fille et l'obstétricien qui m'a accouchée m'avait dit, ah, vous savez, madame, de toutes les façons, vous n'aurez pas la nationalité, hein. Maintenant, c'est plus comme ça, hein. Comme si le fait de venir s'abriter en France, c'était pour la quête d'une nouvelle nationalité ou d'une vie meilleure. Nul n'en était parce que professionnellement et financièrement, hein, financièrement, ma vie était bien plus meilleure dans mon pays natal. Ensuite arrive une deuxième stigmatisation qui est sociale, mais qui provient de la diaspora dont je suis originaire, parce que n'oublions pas que nous vivons avec le poids de nos cultures. Une femme qui part, une femme qui part, qui quitte un mariage, qui part avec des enfants est mal vue, elle a fauté. Elle a fauté, c'est elle le problème. C'est elle le problème. Donc, vous ne pouvez que faire fi de tout et avancer. Et surtout, on me disait, oui, mais tu n'as jamais rien dit. Ce que les gens oublient, c'est que lorsque vous êtes en proie dans l'empreinte d'un pervers narcissique, vous êtes tellement manipulé que du jour au lendemain, vos émotions sont bouleversées. Vos émotions sont bouleversées et vous avez honte, donc vous cachez, vous ne dites pas ce que vous vivez. Donc je n'avais rien dit, donc c'était de moi que venait le problème. À cela se rajoute donc la solitude, l'incompréhension de cette famille à qui j'avais imposé ce mariage. Cette famille qui, bien sûr, aimante, m'avait dit de toutes les façons, vous n'avez pas les mêmes schèmes familiaux, vous n'avez pas les mêmes fondamentaux, ce mariage ne pourra pas fonctionner. Alors, il était hors de question de maintenant venir demander de l'aide, puisque j'avais à bras le corps avec le poing levé imposé ce mariage à tout le monde. Il fallait me taire et assumer. Donc, le manque d'écoute, le manque de reconnaissance de votre souffrance, mais surtout la solitude d'arriver à nouveau dans un pays que j'avais connu, qui m'avait fait grandir, qui m'avait structuré psychologiquement, professionnellement et académiquement, mais qui était nouveau parce que j'arrivais avec 2 enfants, j'étais mère célibataire, j'étais noire et j'étais malade. Donc, je cumulais comment on dirait, les tares. J'appellerais ça des tares. Alors, moi, j'ai eu de la chance et je disais ce que Latifa, je vais rebondir sur ce que Latifa disait tout à l'heure. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir eu une éducation académique forte et solide qui m'a permis de me rebâtir et de rebondir. Donc, et puis, cette graine que je n'arrête pas de louer, qui provient de mon père qui m'a toujours dit, je ne t'élève pas comme un citoyen lambda, mais je t'élève comme un citoyen du monde. Donc, j'avais ce bagage en moi qui m'a permis de pousser les portes et de reposer mes bagages et de rebâtir quelque chose en solitude avec mes enfants. Après, évidemment, vous sortez de là fragilisé. 2 années plus tard, après mon retour en France, ma dernière fille tombe extrêmement malade. Elle développe une leucémie. Donc, toute seule, il faut prendre un congé spécifique pour être disponible à l'hôpital et l'accompagner. Donc, s'affaiblir encore financièrement.
pendant ce temps, accompagné quand même ma première fille qui était adolescente et qui avait besoin de moi. Et quand tout ça a été terminé au bout de 4 ans, c'est moi qui tombais à la maison un 14 juillet et qui faisait une embolie pulmonaire au bout de laquelle on m'annonçait un cancer galopant en stade 4. Je rentre donc dans une histoire médicale très très douloureuse avec de nombreuses exérèses, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, diminuée encore financièrement et étant obligée d'accompagner mes enfants malgré tout. Donc vous associez à ça donc cette sanction d'avoir quitté mon mari, parce que mon ex-mari, parce qu'on ne quitte pas un homme, on ne part pas. Une femme doit supporter en Afrique, une femme doit se taire et faire face. Si la maison coule, c'est parce qu'elle n'a pas su amarrer le bateau. Donc, si elle tombe malade à la suite de ça, c'est parce que cet ex-mari aurait spirituellement le droit de la liquider. C'est parce que Dieu n'est pas content qu'elle a accompli un péché qu'elle n'a pas confessé totalement. Donc, vous restez, c'est la double peine, quoi. Donc voilà, c'est brièvement mon parcours. C'est le parcours de toutes ces femmes qui ont souffert, c'est le parcours de toutes les femmes qui ont été maltraitées, qui ont choisi le mauvais homme parce que justement, je m'inscrivais dans ces schèmes familiaux, ces schémas familiaux traditionnels. On m'avait dit, fais des études et ensuite tu auras tout ce que tu veux. Mais on ne m'avait pas dit qu'il fallait rencontrer quelqu'un de construit, il fallait bien choisir son mari, il fallait surtout, surtout, surtout mettre en avant le respect de soi. Donc voilà. Donc, merci vraiment pour ce témoignage poignant, Suzanne. Et je vais laisser encore une fois Latifa rebondir sur ton récit. C'est malheureusement encore un récit de plus. Mais ce qui est intéressant, je dirais, dans ce que vous venez de dire, vous avez mis des mots qui sont, à mon sens, très importants. C'est la question de la déshumanisation de votre être, alors que vous viviez avec un pervers narcissique. Mais et évidemment, le poids des traditions et le poids de la culture dans le fait que vous avez évidemment rencontré des difficultés à vous faire entendre, à trouver une écoute, évidemment auprès des proches d'abord, et puis ensuite peut-être dans un cercle beaucoup plus large. Ce qui était aussi intéressant, c'est quand vous avez parlé de stigmatisation. Et j'ai trouvé ça vraiment terrible, mais malheureusement, c'est la dure réalité que rencontrent évidemment beaucoup de personnes issues des diversités. Vous êtes d'origine camerounaise. La première des choses, évidemment, que l'on voit, ce n'est pas vos compétences, ce ne sont pas vos qualités, mais c'est votre couleur. Et on a pensé qu'évidemment, en arrivant à l'hôpital, c'était avant tout enceinte en tout cas, c'était dans l'intention d'obtenir la nationalité française, alors que je suis même intimement convaincue que vous n'y avez même jamais pensé. Pour vous, il fallait d'abord vous sortir de cet enfer. C'était ça, votre objectif là. Et donc, je dirais que si vous en êtes sorti, on a eu l'occasion d'en parler en préparant cette rencontre, c'est d'abord le fait que vous ayez été diplômé. Ce sont vos diplômes, c'est votre instruction qui vous a permis de vous en sortir et c'est ce qui vous a donné les clés de votre autonomie. Et je crois que ça, c'est vraiment important. C'est la clé de la liberté qu'une femme peut avoir. Je crois que c'est en ça qu'on doit en tout cas retenir de votre expérience, c'est le fait qu'il est important pour les femmes, il est important d'avoir un bagage, quel qu'il soit. C'est un bagage qui lui permettra évidemment de pouvoir s'en sortir, d'avoir son autonomie et de pouvoir évidemment retrouver une vie plus ou moins normale sans devoir compter sur qui que ce soit. Et je crois que ça, c'est vraiment important.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est en cela que je vous disais tout à l'heure en bas que mon père était mon premier féministe. Je l'ai jamais entendu me dire félicitations pour un diplôme que j'avais validé. À chaque étape, il me disait oui, oui, c'est très bien ma fille, mais qu'est-ce que tu fais plus tard? Et l'année prochaine, tu fais quoi? Donc, il me poussait toujours plus et il me poussait toujours plus. Et il y a même une anecdote. Jeune enfant, j'étais jeune enfant au Cameroun et il y avait la ministre de la condition féminine à l'époque qui était une femme forte, dynamique, mais tellement, tellement intelligente que j'en étais éblouie. Et un jour, je prenais le journal et je venais, je dis, papa, papa, lis son discours, c'est fabuleux. Et mon père a dit, ne sois pas tu peux devenir cette femme. Tu dois devenir cette femme. Donc vraiment, l'éducation est effectivement et définitivement la clé de la liberté pour les femmes. Clé de la liberté. Et c'est pour ça que je dis, oui, nous parlons de nos mères. Moi, je suis originaire d'une culture où on n'est pas la mère, avec la mère. Et en psychothérapie, on dit, ne change pas le parent. On prend conscience des dysfonctionnements, mais on vit avec. On vit avec et on trouve à travers ce parent qui est peut-être dysfonctionnel des voies et moyens pour trouver notre propre voie. D'éduquer nos mamans, je pense que c'est une peine perdue. C'est peine perdue. Mais je pense que c'est le regard de l'homme dans la fratrie, dans les familles, qui doit changer sur la femme. La femme n'est pas l'objet. La femme n'est pas le moyen procréateur. La femme n'est pas la femme de ménage, la cuisinière, etc. Elle est essentielle, un pilier fort qui porte la famille et qui, de toutes les façons, permet à un homme d'être grand. Ne dites pas que derrière un grand homme, cache Il y a une femme. une femme. À moi, Voilà, les filles, alors voilà, Définitivement. on a eu la possibilité d'avoir les récits de toutes ces femmes fortes, d'avoir aussi l'opinion de Madame Latifa. Et je suis extrêmement touchée par cette thématique parce que si j'ai commencé mon combat personnel dans ce que je fais aujourd'hui, toutes mes initiatives sont basées sur ma vie privée finalement, sont basées sur mon histoire. Et comme toutes ces femmes, j'ai également été victime de violences, à commencer dans mon enfance et en continuant finalement dans ma vie privée. Donc, plus petite, j'ai grandi dans une famille où le papa était violent. J'en ai beaucoup souffert. J'ai eu un trajet vers les institutions. On m'a placée parce que j'ai ma famille naturelle. Je n'étais pas adoptée. Et par la suite, j'ai fait la rencontre d'un homme qui m'a battue, qui justifiait les choses parce que j'étais rentrée dans une vie de couple avec un enfant et donc c'était honteux d'être avec une fille, certes qui passe physiquement, mais bon, un enfant, c'était pas vraiment à la mode parce que bon, j'ai à peine 40 ans et on parle de ça il y a à peu près 20 ans. Mon fils vient de fêter, cet enfant qui était né de cette histoire vient de fêter ses 20 ans. Et donc, quelque part, pour revenir à tous ces récits, je n'ai pas eu le temps, en étant maman à 17 ans, d'être formée au niveau scolaire. Je n'ai pas eu ce bagage intellectuel, en tout cas, à ce moment-là. J'ai dû, à 17 ans, commencer à travailler pour faire grandir mon premier fils. Et quand j'ai essayé de trouver finalement, à travers mon deuxième partenaire, une famille, un réconfort, je me suis retrouvée devant une personne qui était violente. Alors voilà, grandir sans parents, on s'attache à un homme. On n'a pas de repère de papa, donc dans l'homme, on recherche beaucoup de choses et je pense qu'avec la jeunesse, c'est compliqué de se positionner. Alors qu'on a déjà ce déséquilibre au niveau de sa personne et puis qu'on se retrouve face à une personne qui est violente, qu'on n'a plus de repères,
qu'on n'a personne autour de soi et que c'est déjà une honte finalement. Pour moi, c'était une honte d'avoir des enfants, de ne pas avoir le papa à côté de moi. Donc, je ne pouvais déjà pas me retourner parce que c'était une chose en plus que je rajoutais. J'allais encore venir me plaindre, quitte à demander d'avoir des enfants si tôt, quitte à demander de faire ces choix-là, quitte à demander de vivre avec ces gens-là. Et donc voilà, j'étais aussi, comme toutes les femmes, dans un mutisme. Et donc, je me suis construite toute seule. J'ai fait une thérapie toute seule. Et en entendant tous ces récits, on s'identifie, on repense. Je repense à mon passé, je repense au parcours que j'ai fait. Et moi, ma solution a été de me mettre de toujours chercher finalement à créer une vie de famille correcte pour mes enfants. Donc voilà, aujourd'hui, je comptabilise 4 enfants. Je suis de nouveau maman isolée, mais ma force a été de pouvoir transmettre cette douleur à d'autres, enfin, transmettre en tout cas la victoire de cette douleur à d'autres femmes par mes initiatives. Donc, les parents soulagés, c'est les mamans isolées, parce que je suis une maman isolée. C'est les mamans qui sont battues parce que j'ai été une femme battue. Et donc, moi, finalement, la façon dont j'ai pu me relever par rapport à tout ça, c'est à travers les initiatives que je fais aujourd'hui. Alors, si on me voit souvent dans tout ce que j'entreprends, c'est parce que j'entreprends des choses qui viennent de mon histoire. J'essaye de trouver autour de moi des femmes qui partagent cette histoire. Et je pense que c'est en avançant comme ça que je peux me guérir, que je suis peut-être guérie. On n'est vraiment jamais guéri de ce genre de situation. Mais c'est comme ça qu'on peut faire avancer la cause et qu'on peut évoluer. Alors, Empowering Women International, c'est ça. C'est un comité de direction, un comité représentatif, un comité de parrainage. Et pourquoi? Parce que le comité de parrainage est un comité qui assoit la crédibilité du concept, mais en quoi? C'est la défense des femmes. Et nos parrains sont tous à des postes et des places stratégiques. Ils impactent dans le monde, ils impactent nationalement, ils impactent dans tout ce qu'ils font. Et donc, le but de ce concept, finalement, c'est ramener des femmes dans un réseau où elles pourront développer des projets, mais où elles pourront aussi partager leurs douleurs comme on le fait aujourd'hui et les transmettre à des femmes comme Latifa qui sont des politiques, qui peuvent remonter ça très haut, qui peuvent travailler sur les thématiques parce que de toute façon, elles les ont en général dans leur portefeuille. Donc, on a cherché des parrains dans ce sens, pas pour dire qu'on a des parrains et que voilà, c'est des beaux noms sur un papier, c'est que ces personnes vont nous aider à avancer dans la cause et on demande aux femmes de nous rejoindre pour pouvoir partager ces choses-là. Alors moi, je suis guérie, peut-être, si je peux dire guérie. En tout cas, j'ai surmonté cette douleur, je l'ai fait instinctivement. Je n'ai pas vraiment eu d'encadrement pour faire ça, mais aujourd'hui, en tout cas, ma solution est de le faire partager à d'autres femmes et d'avancer avec d'autres femmes. Donc voilà, à mon tour, je vais demander à Latifa de peut-être s'exprimer sur ce que moi j'ai dit, et puis on va passer aux questions que toutes les personnes sont en train de poser, que je vous lirai au fur et à mesure. Mais écoute, rapidement, par rapport à ce que tu as dit et par rapport à ton expérience, je crois que ce qui est important, mais je pense que c'est le fil conducteur dans l'ensemble des discours que j'ai entendus aujourd'hui, je pense que vous vivez ces expériences multiples comme aussi un exutoire qui vous permet aussi de vous reconstruire, de vous libérer d'une certaine manière d'un certain passé pour mieux vivre finalement le lendemain. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'on peut considérer que la démarche est évidemment importante et qui mérite évidemment d'être soutenue. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai vraiment accepté, et pour moi c'est un honneur d'être membre du comité de parrainage de ton association Empowering Women International, parce que pour ça c'est important. Et évidemment être à l'écoute de toutes ces femmes, être déjà à ma propre écoute, parce qu'en tant que femme, je n'ai peut-être pas subi les violences que vous avez subies, mais je subis aussi d'autres formes de violences qui ne sont pas toujours évidentes, qui sont aussi liées au genre, qui sont liées à ma couleur, à mon origine, à mon identité, à la place que j'occupe aussi au sein de la société, parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'être en politique, c'est quelque chose de facile. C'est aussi des combats, mais je pense que toutes les femmes mènent des combats utiles là où elles sont. Et donc, je crois que c'est vraiment important.
Est-ce que je peux encore peut-être dire un mot par rapport... Ce n'est pas le mot de la conclusion, là, j'imagine. Non, 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 pas encore. Non, très bien. Voilà, donc c'était un petit peu le sens de la démarche, mais je crois que c'est vraiment important d'être à l'écoute. Et je pense qu'effectivement, les femmes, elles doivent pouvoir parler des femmes, parce que trop souvent, malheureusement, ce sont les autres qui parlent pour nous. Et ça, je crois qu'il faut à un moment dire stop. Nous parlons des choses parce que nous les vivons, nous les connaissons, et on a besoin d'être écoutés et que notre parole soit aussi portée par d'autres, dans d'autres enceintes, pour que enfin, je dirais que ces violences faites aux femmes puissent un jour cesser, je l'espère en tout cas. Voilà. Alors, on a une question. Merci Latifa, vraiment merci beaucoup pour votre contribution. On a une question de Joël Moulumba qui nous dit, qui vous remercie en tout cas pour vos témoignages, et spécifiquement Suzanne, et en lui demandant quelles sont les solutions que la société africaine apporte aux femmes africaines. Est-ce qu'il y a des structures qui existent pour soutenir ces femmes? Si elles n'existent pas, pourquoi ne pourrait-on pas faire un raccourci, pourquoi pourrait-on faire un raccourci en disant que le sort des femmes victimes de violences sont toujours considérés en Afrique? C'est une question pour Suzanne? Bon, pour l'ensemble, hein, je pense qu'elle a dit Suzanne parce qu'elle visait la femme africaine, mais je pense que tout le monde est apte à répondre, et surtout vous, Latifa. Bon, moi j'ai parlé d'une petite expérience que j'ai, puisque je suis aussi membre du conseil d'administration de Air de Femmes, qui est basé ici en Belgique, mais qui travaille essentiellement sur les violences faites aux femmes au Congo. Et nous avons développé toute une série d'activités, à la fois sur le plan psychologique, juridique. On accompagne ces femmes réellement sur le terrain. Nous avons sur place des juristes qui aident ces femmes à s'en sortir, en tout cas à les accompagner dans les démarches qu'elles font sur le plan en tout cas du droit. Nous avons aussi toute une série d'activités pour leur permettre, parce que je crois qu'il y a un élément qui est important, c'est leur permettre d'abord l'autonomie. Et donc nous avons développé des activités pour qu'elles puissent devenir autonomes, parce que c'est fondamental, parce qu'une femme, si elle arrive, voilà, je crois que j'ai un petit souci là, il faut que ces femmes puissent devenir entièrement autonomes pour qu'elles puissent se reconstruire. Je pense que c'est vraiment important. Donc voilà les petites initiatives qu'on peut mener d'ici en Belgique, mais qui sont aussi des initiatives que d'autres mènent directement dans les pays d'origine. Alors, on a une autre question directement à Suzanne. On lui demande s'il y a un moment où elle a craqué. Et si oui, comment elle a pu se maîtriser, vu le poids de ce qu'elle devait porter. C'est sa foi. Suzanne. Suzanne. Suzanne? Oui, Amina. Ah, voilà. Tu entends? Donc, on te demande s'il y a des moments dans ton parcours où tu as craqué. Et on est bien sûr que oui, tu as craqué, mais comment tu as fait pour te maîtriser et reprendre tes esprits avec le poids de tout ce que tu devais porter? Suzanne. Hop. Là, on a discuté un petit peu tout à l'heure. Je pense que la foi l'a beaucoup aidé. Hein. Sa foi l'a beaucoup aidé. Hein. Oui. Ouais. Je pense que c'est ça. De toute façon. Suzanne? Oui, elle est. Alors, j'invite la personne qui lui pose ces questions à pouvoir lui poser via Messenger, parce que je pense que là, c'est bloqué, sauf si elle nous entend. Suzanne, tu nous entends? Allô, tu m'entends, Amina? Oui, oui, je t'entends. Je suis désolée. Ah là là, nous on t'entend, mais tu ne nous entends pas. Bon,
On va essayer de répondre à cette question hors connexion. Donc, finalement, ben voilà, on a peut-être commencé un peu plus tard, donc les gens ne sont peut-être pas forcément là, posent pas des questions, mais en tout cas, je vous remercie toutes pour les témoignages que vous avez apportés, pour l'enrichissement que vous apportez aux thématiques qu'on aborde chaque semaine, parce que c'est voilà, on commence, on débute et Empowering Women International, c'est une démarche qui se fait entre femmes et voilà, on essaye vraiment de faire des synergies, de créer des synergies avec les gens de toutes parts. Je pense que là, Amina, tu Latifa a son m'entends? téléphone. Ah oui, tu nous entends? Tu nous entends, Suzanne? Tu nous entends, Suzanne? Non? Donc voilà, c'est un peu le travail de synergie. Donc je pense que toutes l'une après l'autre, vous pouvez nous faire part du mot de la fin. On va clôturer ce débat qui était très poignant. Donc on va Allô? commencer par Suzanne, tu nous entends? Elle nous entend pas. On va commencer par Maria. Mhm. Eh ben, c'est vrai que d'entendre ces témoignages, ça nous replonge. On croit toujours qu'on est guéri, mais en fait, non, c'est une violence et ça guérit jamais, quoi. C'est comme une cicatrice qu'on porte à l'intérieur. Mais je pense que Anna a soulevé un sujet super en disant que voilà, redonner la place, c'est un travail, sa famille. Il faut que les femmes soient revalorisées là-dedans. Il faut qu'on ait envie de rester à la maison. Moi, je pense que la réussite d'une femme, c'est quand elle arrive à la fin de sa vie, qu'elle a sa famille en paix, en bonne santé. C'est pas que son DRH la félicite. Je pense que réussir sa famille, c'est quelque chose de fondamental pour une femme et qu'il faut Mhm. vraiment que la société nous donne cette place et revalorise tout ça. Je pense qu'Anna a vraiment touché un point sensible là-dessus. Et on est forte, on y arrivera, les filles. Suzanne, Suzanne, tu nous entends? On l'entend pas, mais on va passer Allô, à... Amina? Ah, tu nous entends? Non, on l'entend pas, mais on va demander à Anna alors de nous donner son mot de la fin. J'étais juste en train de réfléchir sur ce que Maria vient de dire. Et moi, je suis. Les artistes, ils ont toujours une part d'utopie qui leur est nécessaire pour créer, pour inventer, pour aller au-devant. Et moi, je me dis que l'idéal, ça serait arriver dans une société où on a pu tellement enlever l'étiquette de genre sur tellement de choses, où autant qu'une femme au foyer, un homme au foyer puisse se sentir heureux, réalisé et respecté dans son rôle. Parce que jusqu'à quand on va stigmatiser la femme au foyer, on ne donnera pas à l'homme la liberté de prendre aussi une vraie place équitable au sein de la famille. Voilà, ça c'est ma pensée d'aujourd'hui. Suzanne, tu nous entends? Non, toujours pas. Alors, on va demander à Latifa de nous donner le mot de la fin. D'abord, te remercier pour cette initiative. Merci pour les différents témoignages qui étaient particulièrement poignants, mais extrêmement enrichissants, à plus d'un titre. Et j'espère effectivement que ces témoignages sont aussi des témoignages qui sont inspirants pour toutes les femmes et toutes les personnes qui ont l'occasion de voir, d'entendre, de suivre ce live et éventuellement de le réécouter. Mais je crois que ce qu'il est important de rappeler, c'est quelque part cette facette multidimensionnelle de la violence. On en a parlé aujourd'hui. Hein. La violence à l'égard des femmes, elle a malheureusement plusieurs volets, je dirais. J'ai juste envie de rappeler quelques chiffres aussi pour qu'on se rende compte de l'importance de cette violence qui est faite aux femmes. Si on regarde par exemple les statistiques au niveau de la Belgique, par exemple, par an, c'est 46 000 plaintes de femmes par an. 46 000. C'est aujourd'hui 107 féminicides depuis 2017. Au niveau mondial, on peut considérer qu'il y a environ 2 femmes sur 3 qui sont des victimes de violences au cours de leur vie. On a environ 50% de filles mineures qui sont mariées de force à travers le monde.
Ce sont juste quelques éléments, mais qui permettent finalement de se rendre compte combien la violence à l'égard des filles et des femmes dans ce monde est particulièrement prégnante et qu'elle nécessite réellement qu'on en fasse une cause mondiale. Alors, je vais juste rappeler peut-être 2 ou 3 contacts pour la Belgique et pour la Fédération Wallonie-Bruxelles en particulier. Pour les femmes qui sont violentées, il y a une ligne verte qui est le 0800 30 030. Et pour la Flandre, c'est le 17 12. Je crois que c'est important de le savoir. Il existe aussi des centres de prise en charge pour les victimes de violences sexuelles à Bruxelles, à Gand, à Liège, à Anvers. On doit en avoir conscience et il faut que l'information puisse aussi circuler. Parce que si les femmes qui sont victimes de violences ne le savent pas, au moins que les personnes qui ont conscience et qui savent qu'il y a des victimes, qu'elles puissent au moins leur apporter aide et secours. Et évidemment, je crois qu'il y a aussi un rôle, bien sûr, du politique, il y a aussi un rôle des médias, il y a un rôle de la société civile de manière générale, il y a un rôle évidemment à jouer par les associations. Et je voudrais terminer par le mot égalité, liberté, respect. Et alors les droits humains sont des droits qui sont universels. Il y a une égalité entre les genres, il y a une égalité entre les hommes et les femmes, et il ne faut jamais l'oublier. Et je pense que toute personne doit pouvoir venir en aide à toute personne qui aujourd'hui est victime de violence. Et merci en tout cas pour cette initiative et bonne continuation. Merci à vous tous d'être venus. Merci. Et à samedi prochain avec une autre thématique spéciale Afrique, un panel rempli de parrains et une marraine. Donc à la semaine prochaine et merci à toutes ces dames d'avoir participé au live. Merci à vous. Merci à toi. Merci. Au revoir. Merci à toi.